Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. D'ici 2100, la température pourrait grimper de 4 degrés. Un phénomène qui va bouleverser la faune et la flore et surtout, comment la capitale va-t-elle s'adapter à ce climat subtropical, à ces étés où le mercure pourrait atteindre 50 degrés. C'est là toute la question qui est au centre de la Biennale d'architecture et de paysage qui se déroule en ce moment même à Versailles. On vous présente ce rendez-vous riche en idées et riche en solutions en tout début d'émission. Nous allons poursuivre ensuite notre voyage dans l'univers des beaux bâtiments dans notre page culture aujourd'hui, car nous nous attarderons sur cette exposition merveilleuse qui nous transportera dans les plus belles maisons de plaisance de la région, de Louis XIV à Napoléon III. Ça se passe au musée du domaine royal de Marly et vous verrez que cet exode urbain résonne particulièrement avec notre monde contemporain. Et enfin, pour conclure cette émission de la meilleure des manières, nous accueillerons sur ce plateau Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, et vous allez voir que vous allez pouvoir glaner de précieuses idées pour passer un week-end stimulant. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Christine Lecomte, vous êtes directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Vous êtes également commissaire de l'exposition Tout garder, tout changer, qui est effectivement l'un des temps forts de cette biennale. Bonjour, soyez la bienvenue autour de cette table. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes vice-président, bonjour, de la région Île-de-France, chargé du logement, de l'aménagement durable, du territoire et du schéma directeur de la région Île-de-France environnementale. Soyez également le bienvenu dans cette émission. Et enfin, Frédéric Quevillon, vous occupez la fonction de vice-président du Conseil régional des ordres des architectes d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu également dans cette émission. Alors je voudrais que l'on commence ce programme avec la Biennale d'architecture et de paysage qui s'est ouverte le 6 mai dernier à Versailles. Elle s'étend jusqu'au 13 juillet. La première question que je voulais vous poser déjà, c'est quoi une biennale? Pour celles et ceux qui nous regardent et qui se demandent exactement ce qui se cache derrière ce terme. Alors déjà c'est une triennale de fait, vous parce qu'on était en 2019, en 2022, ouais. On a été percuté par la Covid, l'année dernière par des élections européennes et puis une dissolution. Une biennale d'architecture et d'urbanisme, c'est un moment où on donne à voir, on donne à réfléchir, on donne à expérimenter. Ce qui est proposé par la région avec l'ensemble de nos partenaires, avec les commissaires des expositions chaque année, c'est de réfléchir à l'aménagement de demain. C'est d'avoir un laboratoire de ce qui est fait, de ce que l'on sait faire, de ce que l'on peut développer. C'est avoir un démonstrateur. On a 9 expositions, on attend des milliers de visiteurs, des professionnels et puis des étudiants, des personnes qui sont extrêmement formatées et puis d'autres qui le sont moins. C'est aussi permettre, au-delà de ça, au grand public de mesurer, de se rendre compte des enjeux qui sont les nôtres, vous le disiez. L'Île-de-France, comme le monde, est en train de s'adapter au changement climatique. Oui. Nous étions dans une région traditionnellement tempérée. C'est quelque chose qui ne sera probablement plus vrai dans quelques décennies, et l'aménagement étant du temps long, eh bien ça se prépare en amont. Et Christine Lecomte, c'est vrai que je le disais, vous êtes commissaire de l'une des expositions qui rythme cette biennale, je rappelle le titre, Tout garder, tout changer. Quel est le programme justement de cet événement exactement? Cette exposition qui a lieu dans l'ancienne poste en fait de Versailles, elle parle de la transformation, de la réparation de nos villes, et elle part d'un constat qu'il n'y a pas que la décarbonation qui compte, mais également le gaspillage des ressources et ce qu'on appelle la sobriété foncière pour préserver la biodiversité. Donc on parle des équilibres planétaires qui nous touchent tous les jours, et ensuite on va amener le visiteur à travers des récits de vie et de ville à se rendre compte qu'on peut se projeter dans des univers optimistes à travers la fabrication de nos villes de demain. Donc il y a des récits qui sont illustrés par Colline Aigron, une jeune femme illustratrice, et on a travaillé autour d'une scénographie de réemploi en utilisant les portes des chambres des athlètes des JO. Donc toute la scéno est faite avec du réemploi, et l'idée est de montrer d'une manière positive aux habitants que c'est pas des freins, qu'on n'a pas des injonctions contradictoires, qu'en fait on peut avoir un volet optimisme dans le projet et surtout retrouver une sorte de forme de vivre ensemble. C'est-à-dire que finalement, le climat peut nous aider à retrouver des choses que nous avons perdues. Et ce qu'on peut retenir à travers votre réponse, c'est que finalement c'est très concret, cette biennale. Parce qu'on pourrait croire que ça reste conceptuel quand on entend une biennale de l'architecture et du paysage reliée au climat. On pourrait imaginer que c'est un prototype, c'est quelque chose qui va se projeter sans forcément qu'on puisse, disons, imaginer ce qu'on peut envisager. Mais là, vous dites que vous présentez des projets concrets et surtout c'est quelque chose qu'on peut visualiser finalement. Ah oui, alors absolument pas du tout conceptuel à la manière de ce qu'on peut imaginer, le grand geste de l'architecte, etc. Non, on est dans la vie de l'habitant, directement projeté à travers 9 récits
9 petites histoires. Et après ces histoires-là, on montre 50 projets d'architecture qui existent vraiment ici en Ile-de-France comme ailleurs en France ou dans le monde. Et donc finalement, c'est un espèce de lien entre ces histoires qui peuvent parler à toute génération, toute personne. Enfin, voilà, on est tous concernés par là où on habite. Et surtout, on peut tous avoir en fait des appréhensions par rapport à ce qui nous attend. Et cette expo, je pense qu'elle permet de décloisonner nos peurs et de nous dire, mais finalement, en fait, on peut faire mieux avec moins et en vivant mieux. Frédéric Quevillon, est-ce que pour vous, cette biennale de l'architecture et du paysage, c'est un peu votre festival de Cannes? Est-ce que c'est vraiment le moment justement où, où on voit vraiment tous les beaux projets qui sont aujourd'hui proposés dans ce domaine? Alors, c'est pas du tout le festival de Cannes. Excusez-moi pour cette caricature. Non, il n'y a pas de tapis rouge, la couleur est plutôt jaune, je crois. Mais c'est primordial pour réaffirmer le lien entre architecture, paysage et patrimoine, pour comment on aborde les enjeux sociaux, environnementaux. Enfin, la Biennale, elle s'est installée depuis maintenant plusieurs années dans le paysage francilien et dépasse même les limites de l'Île-de-France. Pour réaffirmer l'intérêt public de l'architecture. Je pense que pour l'ordre, c'est très important. Alors effectivement, cette biennale existe depuis 2019, c'est la 3e édition. En quoi cette édition se distingue-t-elle des précédentes ? Il y a toujours eu un lien sur l'adaptation, sur la nature. On a toujours souhaité, avec Valérie Pécresse, garder ce lien. En fait, quand on parle d'aménagement, on parle de l'homme, on parle de son espace de vie. On a eu l'homme, la nature, la ville. Enfin, on a eu des thématiques où systématiquement, on a souhaité rattacher à la nature, rattacher à l'écosystème dans lequel on est. Alors là, on a souhaité particulièrement l'accès sur l'adaptation au changement climatique, parce que c'est véritablement un des enjeux principaux qu'on a apporté. La région vient d'adopter son SDRIF environnemental, c'est-à-dire son schéma d'aménagement à 2040, qui est aussi l'occasion pour nous de pousser tout un certain nombre de curseurs en termes de préservation d'espace, de réaménagement d'autres espaces, de réflexion sur comment est-ce qu'on aménage la ville différente, de manière certainement plus intense, mais aussi plus verte. Comment est-ce qu'on travaille différemment sur la décarbonation de notre écosystème. Comment est-ce qu'on travaille sur l'eau, qui est un des enjeux majeurs qui va se poser demain, entre le trop peu et le trop plein. On le voit bien, c'est un des premiers effets perceptibles du changement climatique. Donc c'est véritablement d'essayer d'être par rapport aux problématiques d'actualité qui sont celles de tous les acteurs, de manière extrêmement concrète. Un maire, un président d'agglomération, un aménageur, quand il réfléchit à la façon dont on retravaille un secteur urbain, comment est-ce qu'on essaye de le faire différemment. Dans l'aménagement, dans la vie humaine, l'immobilisme n'existe pas. D'autant plus dans une région où la population augmente très fortement, comme l'Île-de-France, 50 000 habitants supplémentaires chaque année. Et donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des réponses pour faire différemment. Et justement, ces réponses, on va tenter d'en donner ici dans cette émission d'ici quelques instants, mais je voudrais quand même donner le nom de ce thème, ce thème de cette nouvelle biennale, c'est Ville vivante. Alors on a connu l'homme, la nature et la ville, ça c'était en 2019, on a connu Terre et ville, ça c'était en 2022, donc cette année c'est Ville vivante. Pour vous, c'est quoi une ville vivante ? C'est ce que je disais, déjà c'est le rapport entre la ville et les habitants, et puis nous on nous parle souvent du futur de la ville, on nous dit c'est quoi la ville du futur, la ville du futur, la ville du futur, mais en fait elle est déjà là, 80% de la ville est là. Et donc les habitants doivent se projeter aussi dans ce qui est là, mais aussi retrouver un rapport à leur géographie, au contexte, à là où on habite, à reconstruire des récits. Finalement, l'architecture, c'est une construction de récits, donc c'est beaucoup plus proche de l'habitant que ce qu'on pense. Et donc dans cette biennale, il y a ce rapport-là. On est vraiment dans du très concret. Je reprends le thème de l'eau, mais il y en a d'autres sur les matériaux. Voilà, les matériaux, on a eu un éloignement avec la matière. Aujourd'hui, on peut retrouver les sensations qui sont liées à la matière. Là, on a très chaud en ce moment. Eh bien, un mur en terre, un mur en pierre, on n'a pas les mêmes effets de fraîcheur quand on est à l'intérieur que quand on est dans une maison totalement isolée en polystyrène et avec du béton. Donc, on a vraiment des sensations. En fait, on retrouve ça. Et le vivant, c'est aussi tout ce qui est biodiversité. Donc, nous, on a aussi fait appel à l'artiste Suzanne Husky, dont vous pourrez voir les œuvres originales dans l'exposition, et qui travaille toute l'approche des castors par rapport à la fabrication des barrages et de l'eau. Donc on regarde aussi comment la nature et l'homme peuvent aussi regarder ce qu'il se passe chez les animaux pour fabriquer en fait des imaginaires futurs dans nos manières de faire.
Et puis très concrètement, on s'intéresse à des choses concrètes. Est-ce qu'on a besoin de faire venir nos matériaux de Chine alors que nous pouvons développer des filières à proximité? Donc on parle bien d'alimentation en circuit court pour les cantines. Aujourd'hui, parlons d'architecture en circuit court. Il y a un peu de manifeste quand même dans cette expo, mais finalement très accessible au grand public. Et je pense que c'est le sens qu'a voulu donner aussi le maire de Versailles, François de Mazières, qui est commissaire général à l'ensemble des expositions. Hein. C'est ce rapport en fait à l'homme et ce rapport à la biodiversité et au vivant. Et Frédéric Quevillon, est-ce que vous avez dû revoir quelque part un peu votre métier d'architecte face à tous ces enjeux climatiques? Est-ce que le métier d'architecte en 2025 n'a finalement en tout cas plus grand chose à voir avec celui que vous exerciez il y a peut-être quelques années, quand les enjeux climatiques n'étaient pas aussi importants que maintenant? Alors, je pense que l'architecte est par principe quelqu'un qui prend soin de l'environnement, qui prend soin, qui a ce souci de construire, je vais en dire bio ou géosourcé. Enfin, c'est un peu dans notre ADN, parce qu'à l'école, déjà, on nous apprend, on a des formations qui sont très, très pointues là-dessus, ou très poussées sur le sensible et prendre soin de ce qu'on va en faire. Après, je dirais que, sans tirer sur personne, l'avantage de cette prise de conscience actuelle, c'est que, aussi bien maître d'ouvrage que maître d'œuvre, on est maintenant au même degré d'information, de souci. Donc à partir du moment où tout est aligné, on va pouvoir un peu mieux, en effet, peut-être exercer ou prendre soin, parce que dans ton exposition, il y a le prendre soin. Je trouve que c'est vachement important. Enfin, réparer, c'est une chose, mais prendre soin, c'est quelque chose qui... Voilà, le rôle de l'architecte doit un peu être là aussi, enfin, doit surtout être là, en fait. On prend soin. On doit prendre soin de la ville, on doit prendre soin du vivant, on doit prendre soin des habitants. Et donc, c'est vrai que... Ça fait partie de vos missions, exactement. Oui, c'est primordial. Enfin, c'est primordial. Et donc, dès dans les écoles d'architecture, dès le début, on est sensibilisé à ça, à la nature, à notre environnement et à nos ressources. Après, il faut pouvoir l'exercer. Et dans la pratique, parfois, c'est plus compliqué entre les normes, etc. Donc là, maintenant, tout le monde est au même niveau d'information et de soucis, et d'inquiétude, et donc du coup de responsabilité. Il faut qu'on soit responsable de ce qu'on fait. Et donc, c'est plus facile, en effet, je pense, pour le métier d'architecte. Alors, justement, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on parle des étudiants. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on regarde dans les diplômes de fin d'études ou même dans tout le cursus, les architectes, les jeunes étudiants se préoccupent beaucoup plus de thématiques d'actualité. La réhabilitation, la transformation des friches commerciales, la sobriété foncière, c'est-à-dire pas construire sur les terres agricoles, utiliser des matériaux locaux, biosourcés, géosourcés, donc la terre... de la paille, du chanvre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui rapproche finalement de notre contexte et qui déstandardise les solutions. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a une forme de besoin de retourner. Il n'y a pas une solution unique. Il y a des solutions par territoire et il y a des solutions par contexte. Et pour raconter des récits, parce que c'est pas une petite transition, hein, c'est une grande transition. C'est un bouleversement, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Et c'est vrai que cette prise de conscience est d'autant plus importante que je le rappelais tout à l'heure. D'ici 2100, la température pourrait augmenter de 4 degrés. Au regard du nom de cette biennale, je le rappelle, ville vivante, est-ce que ça veut dire que si on ne fait rien, eh bien Paris sera une ville morte? On ne pourra plus vivre à Paris. Excusez-moi d'être si caricatural, mais c'est vrai que quand on parle d'été à 50 degrés, on a du mal à voir comment on va pouvoir supporter ça. C'est-à-dire que si on ne fait rien, les personnes les plus fragiles ne pourront pas vivre ou vivront extrêmement mal. Parce que la réalité du dérèglement climatique, du changement climatique, c'est que c'est quelque chose qui exacerbe les différences sociales. Lorsque vous avez la chance de pouvoir vous-même adapter votre logement de manière individuelle, d'avoir une résidence secondaire, de partir en bord de mer ou en vacances, la question du changement climatique, il est un petit peu différent que quand vous habitez avec vos enfants dans un T2 qui est une passoire énergétique où vous supportez la chaleur dans un environnement urbain totalement minéral. Enfin, on peut avoir on estime jusqu'à 10 degrés d'écart entre l'épicentre parisien ou des massifs forestiers comme Sénart ou Fontainebleau, à l'échelle d'une même région comme l'Île-de-France, aujourd'hui, lors de pics de canicule. Et donc, on voit bien que le dérèglement climatique, c'est un vecteur de discrimination sociale. On le voit aussi entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et ne pas adapter notre ville aujourd'hui, c'est aller vers une catastrophe
humaine, sociale demain. Moi d'ailleurs je suis absolument effaré, et c'est aussi un des intérêts de cette biennale, comme de tout ce qui peut être fait en matière de sensibilisation. On est aujourd'hui dans un monde où on fait face à une sorte d'éco-bashing total. Lorsque l'on voit aujourd'hui l'ensemble des réglementations sur les ZFE, sur le ZAN, qui sont en train d'être non pas adaptées, il fallait très certainement adapter parce que c'est des réglementations qui n'étaient pas parfaites. Les zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est 50 000 morts par an en France du fait de la pollution de l'air. 6 000 en Ile-de-France, 7 000 enfants qui ont des bronchiolites du fait de la pollution de l'air. On s'aperçoit que ces réglementations viennent d'être supprimées purement et simplement par les députés d'extrême droite qui crient victoire en disant c'est fantastique. J'espère qu'ils vont aller le dire aux parents dont les enfants sont malades. On a aujourd'hui 3 textes différents qui sont en train de détruire le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte de l'extension urbaine qu'on a mis en place en Ile-de-France. Il fallait adapter ces textes. Ce qu'on est en train de faire, c'est de le détruire, et cette espèce d'éco-bashing qui est un retour en arrière, qui est une faute vis-à-vis de l'histoire, c'est... Tous ceux qui votent ça en seront comptables dans 4 ou 5 ans. Quand on a des inondations dans le Pas-de-Calais, quand on a des inondations en Ille-et-Vilaine absolument effroyables, moi j'attends que les personnes qui sont en train de détruire cette lutte contre le changement climatique assument devant les gens qui voient leur maison partir sur des inondations, sur des ruissellements, qu'ils assument les votes qu'ils prennent. Mais encore une fois, présenter cela, c'est aussi essayer de lutter contre cette espèce de climat qu'il y a dans l'air du temps, poussé par une espèce de trumpisme franco-français à la sauce lepéniste, qui fait qu'on s'imagine que les questions environnementales n'existeraient plus. Ça serait des contraintes? Non, c'est protéger les personnes les plus fragiles socialement. Est-ce que ça vous révolte aussi que finalement cette question des enjeux environnementaux soit si politique, alors qu'on devrait tous s'accorder à dire que oui, la température est en train d'augmenter, c'est un fait, c'est documenté par des scientifiques, et on devrait faire en sorte tous que finalement ce soit limité par notamment l'architecture, par l'urbanisme, comme on en parle depuis tout à l'heure? Cette question d'intérêt public, elle est extrêmement forte. Après, il y a une question de courage politique, parce que c'est pas facile de dire on va arrêter de bâtir sur les terres agricoles, on va arrêter de démolir, on va réhabiliter. C'est des choix qui ont été compliqués. Mais aujourd'hui, moi, je crois que les élus locaux sont prêts. Donc il faut arrêter de courir après des chimères et surtout d'aller droit dans le mur. Donc ça, c'est extrêmement important. L'exposition qu'on présente, elle est aussi là pour ça. Je veux dire, elle est aussi là pour ouvrir la possibilité aux gens de manière optimiste de voir que oui, il faut faire un pas de côté, oui, on va devoir changer. Il y a des professions qui le font, il y a des élus qui sont aujourd'hui courageux pour le faire, et donc il faut continuer. Après, ce qui est compliqué, c'est les questions des inégalités. Et là, je rejoins Jean-Philippe, c'est cette inégalité, elle est forte, parce que plus on va s'occuper de son petit logement en rajoutant la clim, etc., plus on augmente la chaleur ailleurs, plus on dégrade les conditions de vie des autres. D'où l'importance d'avoir cette réelle prise de conscience collective et d'avancer collectif. Et c'est une question de nouvelle façon de faire démocratie. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que l'histoire de la clim, c'est très intéressant, parce que c'est une solution peut-être à court terme pour des familles, effectivement, qui vivent dans des véritables étuves, comme vous le dites, dans un T2, où malheureusement, il y a le petit qui a très chaud, la famille a très chaud, donc la seule solution aujourd'hui, quand on aère un logement et que malheureusement il n'y a pas de fraîcheur qui rentre, eh bien c'est la clim. Non. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais non, la seule solution, c'est que les immeubles soient traversants, qu'on isole avec des matériaux avec une bonne inertie, qu'on travaille sur la ventilation. Il y a d'autres manières de faire. On peut aussi utiliser un brasseur d'air. Moi, j'ai un éventail toute la journée. Je n'ai pas besoin de clim. Alors évidemment, je ne suis pas une personne âgée. Je ne suis pas dans un hôpital. Et du coup, on va devoir, et c'est là où c'est très intéressant, avoir une stratégie d'adaptation. Et c'est-à-dire, où est-ce que sont les personnes plus fragiles? Où est-ce qu'on va avoir des refuges climatiques? Où est-ce qu'on peut adapter facilement notre bâti avec des solutions qui sont plus économique, parce que la climatisation, c'est pas la climatisation pour la climatisation, c'est derrière des émissions de gaz à effet de serre supérieures, puisque la clim génère des émissions de gaz à effet de serre, un gaz spécifique, et on estime à 4 fois plus de climatiseurs en 2050. Donc imaginez, c'est la même chose avec le béton. Le béton, on imagine que ça va passer de 9% des émissions de gaz à effet de serre à 12%. En 2050, ce qui en fait augmente aussi les questions de température. Donc on a à s'adapter, on a à atténuer aussi. Donc on est dans une forme de décélération, c'est très important. Mais en fait, chacun d'entre nous, on peut avoir cette conscience. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une forme d'optimisme derrière. On a perdu beaucoup de liens sociaux et finalement ces façons de faire la ville de manière différente peuvent nous ramener du lien social. Mais alors justement, comment l'architecture peut-elle nous sauver? Est-ce qu'il existe par exemple, question très concrète, des formes architecturales qui peuvent participer au rafraîchissement de nos pièces?
Christine a commencé à le dire. Je pense que, en fait, pendant un certain temps, c'était la période post-industrialisation, on a trouvé des solutions miracles, la clim, un truc comme ça, plein d'appareils qui nous paraissaient incroyables. Alors du coup, je mets de côté aussi les gens fragiles, les hôpitaux, choses comme ça, c'est vraiment spécifique. Oui. Mais par contre, pour tout le reste, c'est un peu une rustine finalement. Enfin, on a mis quelque chose qui nous semblait très bien, mais ça fait en bilan carbone, c'est pas terrible. Consommation énergétique, c'est une catastrophe. Et au final, on ne traite pas le vrai sujet. Alors, il faudrait revenir à des choses empiriques. Ouais. Rien inventer, hein. Il ne s'agit pas d'inventer plein de choses. Hein. Enfin, l'innovation, moi je suis très prudent sur l'innovation. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, des murs de 50, de la pierre. Penser où est le nord, où est le sud. Quand je vois des projets parfois, les mêmes façades au nord, sud, à l'est, à l'ouest, ça n'a pas de sens. Ouais. Quand on dit des murs de 50, c'est des murs très épais qui gardent la fraîcheur lorsqu'on ferme les volets. Voilà. Prenez l'image du mât provençal d'origine, pas celui qu'on aura reconfiguré avec des grandes, de grandes vérandas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que vous parliez aussi du béton, Christine Lecomte. Mais c'est vrai que le béton, on a du mal à imaginer comment on peut s'en séparer du béton. Enfin, c'est omniprésent, c'est sur nos rues. Enfin, non, c'est des choix de matériaux. Après, c'est d'arriver à créer des filières, à ce que l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre s'en emparent. Déjà, le béton, on voit aujourd'hui, alors il y a des bétons entre guillemets bas carbone qui sont un peu moins, on voit du béton de chanvre, des bétons à base de produits biosourcés qui commencent à venir. Après, c'est la question d'amorcer les filières, c'est la question systématiquement d'arriver à avoir un équilibre économique, parce qu'il faut qu'il y ait des agriculteurs qui s'engagent, une filière industrielle qui se mette en place, une filière du bâtiment qui commande et qui s'en empare. C'est la question de l'usage de la terre. Par exemple, sur la région, on vient de livrer à HR un lycée avec une partie des murs qui utilisent de la terre sur le lycée Claudie-Aigneret. Donc, on a des matériaux de substitution, l'usage du bois. L'usage du bois, enfin, on est dans un pays où, quand on parle du bois, c'est l'histoire de la légende des 3 petits cochons, la maison en paille, la maison en bois, la maison en pierre. Ce qui fait que le bois comme la paille sont censés ne pas être solides. On a biberonné les enfants et les générations à cette histoire. Mais la réalité, c'est que le bois, vous allez en Amérique du Nord, c'est le matériau de construction traditionnel majoritairement utilisé et qui peut parfaitement, enfin, qui a une durabilité, qui a une qualité thermique, une qualité de solidité qui est parfaitement utilisable. Le sujet, c'est d'arriver à changer des habitudes. Et vous savez, le refus du changement, c'est quelque chose qui est très ancré chez les Français. Vous l'avez sur le tabac, vous l'avez sur l'alcool, vous l'avez sur plein de sujets, vous l'avez sur la vitesse. Arriver à accompagner le changement, c'est ce qui est le plus difficile. Et au fond, c'est ce qu'on essaye de porter avec des commissaires d'exposition qui font un travail exceptionnel, avec ce qui est aussi important de le dire, ce qu'on a souhaité avec la présidente de région, c'est que les écoles d'architecture et d'urbanisme soient présentes aussi, s'emparent de ces sujets-là, parce que c'est aussi ceux qui vont faire demain. Mais c'est vrai que vous avez l'air d'être tous optimistes, et on le partage, votre optimisme, mais le fait est qu'il faut concilier la densification urbaine, avec la qualité de vie des habitants, avec la biodiversité. Et c'est vrai que sur le papier, l'équation, elle semble quand même être assez compliquée à résoudre. Hein. En fait, il s'agit de regarder ce qu'est le métier d'architecte aussi. En fait, l'architecture, c'est une forme de synthèse des contraintes. Et après, on va travailler avec la création, le récit, à construire en fait, une histoire. Alors qui est spatiale, qui utilise la lumière, etc., mais qui est aussi une question d'usage. Et donc voilà, aujourd'hui en école d'architecture, on apprend aussi à faire la synthèse des contraintes. Donc on n'a pas peur en fait de ça, puisqu'on l'apprend à l'école. Mais effectivement, ça fait peur. C'est pour ça qu'on a résolument un ton optimiste, et que notre exposition avec Cécile Diguet, qui est la co-commissaire avec qui je porte cette exposition, c'est très optimiste. Parce qu'on veut aussi dire aux gens, regardez, c'est des histoires de vie que vous pourriez vivre. La grand-mère qui habite dans son pavillon, qui ne veut pas le quitter parce que c'est toute sa vie, mais qui ne trouve pas de logement pareil à côté, et finalement, paf, on trouve une solution, ça permet de densifier sans qu'elle perde son intimité, tout en ce qu'elle restant là, etc. Ça, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est les mettre beaucoup plus en œuvre, changer des habitudes. Et ça, ce changement d'habitude, c'est aussi... on a besoin que l'opinion accompagne ces changements. Et c'est vrai que l'opinion peut être un peu réticente, parfois. L'opinion peut être réticente à partir du moment où on ne lui donne pas d'alternative. Si on lui ouvre les portes, si on lui tend la main, si on lui montre que c'est mieux, en fait, les gens, ils ont envie. Alors, l'un des leviers, c'est vrai, les plus courants que les municipalités activent pour lutter contre la chaleur, c'est bien évidemment la végétalisation, qui nous permet de respirer un peu mieux, c'est vrai, dans les rues. Écoutez le témoignage de ces Parisiens qui s'expriment sur le sujet, justement, de ces paysages qui deviennent de plus en plus verts.
C'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'avoir des rues végétalisées. Avec cette chaleur, on déjà des arbres pour s'abriter. Être un peu à l'ombre, c'est toujours agréable, hein, surtout quand il fait très très chaud et qu'il y a du bitume un peu partout. Et c'est vrai que vers chez nous, à Guyancourt, c'est assez vert. Et les balades avec les enfants, c'est toujours plus agréable hein, d'avoir un peu d'ombre en tout cas. En bas de chez nous, ils ont végétalisé une bonne partie des espaces publics, donc c'est sûr que c'est très visible et je pense que ça va dans le bon sens parce qu'on n'aura pas le choix dans les années à venir. Alors voilà pour ces témoignages, et j'ai appris grâce à cette biennale, et ça franchement j'étais assez effaré, qu'il faut concevoir une ville comme un ensemble de climats artificiels grâce aux bâtiments notamment qui modifient les vents et changent l'exposition au soleil. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même climat par exemple au nord de Paris qu'au sud, c'est ça ? Oui, ça va dépendre aussi vous l'avez dit, des vents, de l'ensoleillement, ouais. Des couleurs des bâtiments, comment c'est tout un ensemble, d'où l'intérêt de cette biennale architecture, paysage. Architectes et paysagistes sont un binôme primordial pour composer un environnement et la fameuse ville vivante pour que ouais. La vie puisse se faire sereinement avec de la qualité. Parce qu'il y a le bureau Basse-Smets qui est mis aussi à l'honneur lors de cette biennale, qui a démontré que la condition urbaine existante peut être transformée afin de créer des microclimats. Comment réhabiliter, vous qui êtes architecte, ces espaces anciens pour faire baisser la température ? C'est le concept qui nous est proposé par ce bureau. La végétalisation est un sujet important et puis il y a d'autres éléments. Enfin, il faut prendre soin des éléments et trop longtemps, on a peut-être fait la ville trop pratique ou les choses trop pratiques en oubliant quand il y avait de l'eau, c'est pas pratique, donc on va la recouvrir. Enfin, il y a des éléments naturels qu'il faut peut-être remettre en valeur. Pour créer ce dialogue. C'est la question de la géographie, en fait. Ouais. On a eu une période qu'il faut reconnaître collectivement de villes standardisées. Ouais. Le lotissement pavillonnaire, partout, en fait, qui ont suivi en fait, des politiques publiques. Oui. D'accompagnement avec des aides à la pierre, etc., etc. Alors, on a eu les grands ensembles, après on a eu les lotissements, et puis les lotissements, il a fallu mettre des centres commerciaux à côté, donc ça a vidé les cœurs de ville. Vous voyez, des logiques un peu auxquelles on ne pense pas, et qui en fait ont créé des choses très, très compliquées pour les habitants. Un enfant en 1950 marchait beaucoup plus qu'un enfant en 2020. Ouais. Aujourd'hui, les sociologues appellent nos enfants les enfants points, parce qu'ils montent dans leur voiture, et ils ressortent à un endroit. Et donc tout ça, ça correspond aussi à des questions de santé derrière. Donc la responsabilité aujourd'hui qu'on a collectivement, c'est de retrouver le sens de la géographie. Le bassin versant, les ruissellements d'eau, comprendre où se passe en fait la nature du sol. Et le sol aujourd'hui, dans nos métiers, on l'appelle le foncier. Ouais. Ça a une valeur marchande. Alors qu'en fait, à la base, le sol, ça capte le carbone, c'est riche, ça met des années à se sédimenter, ça garde l'eau, c'est nos nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, peut-être que les franciliens ne savent pas toutes où elles sont, celles qui vont les faire boire tous les jours. C'est certain, oui. Mais en fait, on en a besoin. Et si au-dessus de la nappe phréatique, eh bien, vous mettez des activités polluantes, etc. Vous nourrissez une nappe phréatique qui ensuite est celle que vous buvez. Donc on a un rapport entre le sol, le sous-sol. C'est génial, en fait. On est dans un organisme totalement vivant et beaucoup plus proche, en fait, de prérogatives intéressantes. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous partagez ce constat ? Et en fait, l'un des sujets, c'est de sortir de la standardisation. Parce que quand on parle d'aménagement, il n'y a pas une réalité unique, il y a autant de réalités que de territoires. Et notamment quand on s'adapte à la réalité d'un territoire selon l'altitude, l'altimétrie. Quand on parle des nappes phréatiques, on peut avoir des nappes très profondes ou au contraire des nappes extrêmement faibles. La question des nappes phréatiques en Bretagne ou en Île-de-France, c'est deux sujets totalement différents. Ça ne peut pas être abordé de la même manière. On a des régions extrêmement venteuses, on peut avoir un travail différent sur le vent. Et en fait, je crois que l'une des choses qui ressortent de ces expositions, de ce travail, de ces réflexions, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on peut standardiser une ville de la même manière partout. Il n'y a pas une solution identique, il n'y a pas une solution qui soit bonne pour tout le monde. Il faut arriver à faire du cas par cas. La ville, c'est la vie, c'est l'être humain, et l'être humain, il est différent. Alors Jean-Philippe Dugoin-Clément, il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé lors de cet entretien et qui est quand même central, pour ainsi dire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Qui paye la facture de tous ces aménagements, de toute cette transformation? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités? C'est un petit peu tout le monde, et surtout tout ce qui ne sera pas payé aujourd'hui coûtera beaucoup plus cher dans 20, 30 ou 40 ans. Parce que courir après des catastrophes, courir après des inondations, courir après une augmentation de la dégradation de la santé, des hospitalisations, de maladies chroniques, c'est des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Alors aujourd'hui, on mesure à quel point il y a un affaiblissement des finances publiques, budget de l'État après budget de l'État, qui généralement, ayant depuis 20 ans pris la bonne habitude d'essayer de faire ses économies dans les poches des autres, affaiblit financièrement les collectivités locales. Mais aujourd'hui, il y a un accompagnement qui se fait, un accompagnement qui n'est pas forcément financier sur la question normative, quelles règles les communes, les agglomérations, les régions mettent en place, et puis il y a des accompagnements financiers. Quand sur la région Île-de-France, et c'est présenté dans le cadre d'une exposition au travers de quelques quartiers, on finance ce qu'on appelle les 100 quartiers innovants et écologiques. C'est une politique de plus de 300 millions qui est enclenchée par la région Île-de-France pour accompagner ce changement. Ça finance pas tout, mais ça en fait une partie. Et ce que fait la région, des grandes communes, des grandes agglomérations, la métropole, portent aussi leur pierre, si vous me passez l'expression, à l'édifice. Une dernière question que je voulais vous poser quand même, parce que là on est très franco-français dans notre échange, mais comment ça se passe à l'étranger? Parce que le réchauffement climatique il est global, en Espagne, en Italie. Comment les villes s'adaptent-elles justement à ce changement climatique et comment l'architecture aussi s'adapte? Alors, je pense qu'il y en a qui ont évidemment pris, qui ont en avance sur l'adaptation et qui ont su peut-être, vu qu'il faisait plus chaud déjà, je pense au sud de l'Italie ou au sud de l'Espagne, s'adapter un peu plus depuis plus longtemps. Donc nous d'ailleurs on regarde ce qui s'y fait pour essayer de s'y adapter. À la Biennale il y a quelques projets qui sont exposés qui montrent comment certaines villes ont réussi. Mais il y a le sujet évidemment des énergies renouvelables qui est important, la gestion comme l'a dit Christine, des vents, la gestion des eaux, qu'il faut qu'on reprenne un peu plus, quoi, c'est tout. Et puis il y a ce que disait Jean-Philippe, le sur-mesure est important. On fait du sur-mesure. L'architecte est là pour faire du sur-mesure, pour s'adapter au territoire, aux contraintes, en faire la synthèse et remettre du bon sens dans tout ce qui peut être fait. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table, de nous avoir parlé de cette biennale donc, qui se déroule jusqu'au 13 juillet à Versailles. Merci d'avoir été sur ce plateau et on poursuit cette émission avec des maisons de campagne, mais pas n'importe lesquelles. Ces lieux dont on va parler sont en réalité des maisons de plaisance absolument magnifiques. Et ces villas, ces pavillons sont au cœur d'une exposition édifiante qui se tient au musée du domaine royal de Marly. Et nous sommes très heureux de recevoir celle grâce à laquelle vous allez pouvoir non seulement voyager dans le temps, mais aussi visiter ces lieux qui ont contribué à façonner le paysage francilien. Bonjour Elga Brianté-Rouillé, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, ça commence bien. Alors je rappelle que vous êtes conservateur délégué des antiquités et objets d'art aux archives des Yvelines. Et surtout, vous êtes aussi commissaire de cette exposition baptisée Maison de plaisance des environs de Paris de Louis XIV à Napoléon III. La première question que je voulais vous poser, pour quelle raison avez-vous décidé de vous concentrer sur cette période de Louis XIV à Napoléon III? Eh bien parce qu'en fait l'exposition fait suite à un ouvrage qui a été publié par un collègue, par deux collègues, et qui traitait de cette période. C'est pour cette raison. L'exposition est l'aboutissement de l'ouvrage. Mais parce qu'en vérité, peut-être que ces maisons de plaisance n'avaient pas forcément lieu avant Louis XIV, c'est ça? L'essor, disons, de ces maisons de plaisance s'est essentiellement déroulé entre Louis XIV et Napoléon III? Alors c'est la grande époque, mais le phénomène des maisons de plaisance, qu'on appelle la villégiature, et qui fait l'objet de l'attention de beaucoup de chercheurs depuis au moins une dizaine d'années, commence à la Renaissance. On dit à l'époque qu'il est de bon ton d'aller dans sa maison des champs. Mais effectivement, à partir du XVIIe, c'est un phénomène qui va exploser parce qu'on détruit l'enceinte de Charles V et donc la ville va s'ouvrir vers les campagnes alentours. Ah, c'est à partir de Charles V, du coup, qu'effectivement les lieux de villégiature se multiplient. La destruction de l'enceinte. Absolument. Et comment expliquer cet essor si soudain? Vous l'avez dit, donc c'est à partir du XVIIe siècle. Hein. C'est ça qui a véritablement cet essor des lieux de villégiature. Et quelles sont les œuvres incontournables qui témoignent de cette histoire dans l'exposition dont on parle aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup qui sont évoqués, soit que ces résidences existent encore, soit qu'elles ont été détruites, ce qui a été le cas de beaucoup. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, il y a les châteaux de Trianon, qui sont des résidences de villégiature,
qui existe encore, qu'on peut visiter. Mais le château de Clagny, construit pour Madame de Montespan, qui lui a été détruit. Le château de Sceaux qui a été reconstruit, mais le site garde la mémoire de la première maison de villégiature. Donc il y en a vraiment énormément. Il y a aussi des lieux qui aujourd'hui sont complètement englobés dans la ville. Donc je pense au domaine de Madame Élisabeth à Versailles, la jeune sœur de Louis XVI. Donc là, elle n'existe plus en tant que telle, mais le domaine existe encore. On a encore également le pavillon de Provence, la comtesse de Provence à Versailles également, qui existe, le pavillon de musique, qui était dans le jardin. Et puis, il y a des grands domaines comme Méréville, qui gardent tout l'aménagement paysager. Oui, et justement, qu'avaient-elles de si particulier, ces maisons de plaisance? Parce que vous en avez cité quelques-unes. En quoi étaient-elles si remarquables? Alors, celles auxquelles nous sommes attachés ont été construites par des grands, donc elles étaient très luxueuses. Voilà, on s'est surtout attaché à décrire les demeures de plaisance royales et aristocratiques, mais ce qui inclut également la grande noblesse de robe et la haute finance, donc du XVIIe à la fin du XIXe. Donc elles sont très luxueuses. Mais en fait, le phénomène de la villégiature, il va perdurer, il va petit à petit se démocratiser. Il va durer tel quel jusqu'à l'entre-deux-guerres, en fait. Et ensuite, il a survécu, mais uniquement sous des formes très, très modestes. On dit parfois maison de campagne, mais la villégiature, ce n'est pas la maison de campagne qu'on peut avoir à 500 km de Paris. La villégiature, elle est forcément dans un espace proche de la ville. Avec un réseau routier qui est relativement important à côté de ce lieu de villégiature, dans la mesure où il faut pouvoir rallier la capitale assez vite. Et ces franciliens qui allaient se mettre au vert lors de la belle saison, justement, ils allaient chercher quoi exactement dans ces maisons de plaisance? Ils allaient chercher le repos, tout simplement, ou bien autre chose? Alors, ils allaient chercher l'air pur, parce que très vite, on a conscience que l'air d'une ville très peuplée est vicié, pour employer le mot qu'on utilisait autrefois. Et puis, officiellement, ils vont chercher le calme et le repos. En réalité, ces maisons de villégiature sont des lieux de sociabilité extrêmement importants. Donc, on y va officiellement pour se retirer du monde, mais en vrai, on y accueille beaucoup. C'est des lieux de réception, on est d'accord. Ce sont des lieux de réception et de festivité. Exactement, de loisirs, de jardinage aussi. Parfois, on le voit avec les nombreux jardins. Que révèlent aussi ces lieux sur l'art de vivre à la française? Parce qu'ils sont quand même typiques de notre pays, même s'ils ont parfois une inspiration londonienne aussi, j'ai l'impression pour certaines. Il y a quand même un art de vivre à la française qui est très présent dans ces lieux de villégiature. C'est pas facile à dire. Difficile à dire, alors le phénomène existe en Italie aussi, mais en Italie, ce sont des maisons qui sont peut-être un peu plus loin des villes et au centre de grands domaines ruraux. L'aspect agricole peut exister aussi, mais n'est pas central dans la villégiature francilienne. Ça existe autour d'autres grandes villes de province aussi, autour de Bordeaux par exemple. Alors ce qui est propre à l'art de vivre à la française, c'est ce qu'on a appelé la distribution à la française. Au XVIIIe, on considère que les architectes français sont vraiment maîtres dans l'art de la distribution. Donc la manière d'organiser l'intérieur et d'aménager les décors. Et on va progressivement, durant le 19e, rechercher de plus en plus d'intimité dans ces maisons. Donc on va avoir des pièces plus petites. On va trouver des trucs pour être un peu plus intime. Donc par exemple, au château de Choisy, Louis XV fait aménager ce qu'on appelait une table volante. C'est une table mécanique qui descend dans un sous-sol et qui permet de prendre des repas avec des convives qu'on apprécie particulièrement sans être dérangé par les domestiques. Ah oui, c'est de cette façon-là, effectivement, en fonction de l'utilité qu'on en avait, que l'architecture, si j'ose dire, a évolué au fil des siècles. C'est en fonction des usages qu'on en faisait. Voilà, sachant que le traité d'architecture, il y en a beaucoup au XVIIIe, il va montrer des grands principes. Les architectes ont des grandes idées, mais au final, on sait très bien que les commanditaires demandent souvent des corrections. Oui, bien sûr. Alors, je voulais justement qu'on parle aussi de ce fabuleux château de Sceaux, dont on a beaucoup parlé déjà dans cette émission dans Bienvenue en Ile-de-France. C'était la maison de campagne de Jean-Baptiste Colbert. En quoi cet endroit est-il si emblématique? C'est vrai que le château de Sceaux, ça reste quand même un bâtiment exceptionnel. Alors Sceaux donc, est acquis par Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV. Ce qui est intéressant dans le cas de Sceaux, c'est qu'il l'achète à une famille de grands serviteurs de l'État qui possède cette terre depuis le Moyen-Âge. Et lui va l'embellir, bien sûr. Son fils, le marquis de Seignelay, revend cette terre.
et elle est achetée par le duc du Maine, qui est un des fils légitimés de Louis XIV Madame de Montespan. Et à partir de 1700, la duchesse du Maine va donner des réceptions extrêmement brillantes. Donc là, on n'est pas du tout dans l'intimité. Hein. Elle reçoit énormément. Voilà, le domaine va poursuivre son histoire, passer la Révolution, et en fait, il va être reconstruit. Aujourd'hui, le château de Sceaux, c'est plus le château du duc du Maine. Bien sûr, parce qu'il a été détruit à la Révolution. Il a été détruit, il a été reconstruit dans un esprit éclectique. Et il y a le rôle central des jardins aussi, dont on n'a pas parlé, mais on le voit dans ces tableaux aussi hein, qui sont exposés. Pourquoi ces espaces extérieurs prenaient-ils autant d'importance aussi? C'était vraiment associé pleinement à ces maisons de plaisance? Oui, parce que le premier des loisirs, quand on s'éloigne un peu de Paris, c'est la promenade. Que ce soit la promenade à pied ou la promenade sur l'eau. Donc on est très souvent en bord de Seine, pas toujours, le Sceaux n'est pas en bord de Seine, mais souvent on cherche à être pas trop loin de la Seine pour avoir une belle vue, parce qu'on peut aussi rallier sa maison de plaisance depuis Paris en bateau, au moins pour une partie du trajet. Et puis on peut se promener sur l'eau, c'est très agréable, il fait frais. On rejoint la thématique précédente. Et quelque chose de très intéressant aussi dans cette exposition, c'est qu'on remarque que de nombreuses maisons de plaisance sont étroitement liées à des figures féminines très importantes. Madame de Pompadour, qu'on n'a pas citée, au château de Bellevue, la marquise de Montespan, vous l'avez citée à Clagny, Madame Élisabeth aussi hein, à Montreuil. Quelle place les femmes occupaient-elles réellement aussi dans la conception, dans l'usage, voire même dans l'image de ces demeures? Alors, ça dépend lesquelles. Il faut quand même se rendre compte que lorsqu'on est une femme à la fin de l'Ancien Régime, on ne va pouvoir disposer de sa maison de plaisance qu'à condition d'avoir une certaine autonomie financière, une certaine autonomie tout court. Donc, au XVIIe, par exemple, la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, qui est célibataire, reste une exception. Elle dispose d'une maison de plaisance qui est choisie. Voilà. Au XVIIIe, les femmes acquièrent un statut peut-être un peu plus indépendant, enfin une indépendance quand même très relative, elles restent sous la tutelle du père puis du mari, mais certains époux sont suffisamment larges d'esprit pour leur accorder une certaine autonomie. Ou alors on est maîtresse royale. C'est aussi une bonne manière d'être autonome. Donc effectivement, les maîtresses royales de Louis XV, par exemple, vont avoir des maisons de plaisance. Et Madame de Pompadour en avait énormément. Elle s'intéressait personnellement à la décoration. Donc on sait qu'elle choisissait vraiment des choses à l'intérieur. À l'époque de Louis XVI, c'est plutôt l'entourage familial. Donc il offre Saint-Cloud à Marie-Antoinette, il lui offre le petit Trianon, donc il offre le domaine de Montreuil à sa jeune sœur. Et elles, par goût personnel aussi, vont mettre leurs pattes. Au regard de l'exemple que vous avez donné avec Madame de Pompadour, on se rend compte que ces femmes n'étaient pas uniquement des résidentes, c'était des femmes qui avaient aussi une véritable influence dans l'aménagement, peut-être aussi l'architecture de ces bâtiments. En tout cas, elles faisaient des choix en termes de décoration. On sait que Madame Élisabeth a travaillé au réaménagement des plans de sa maison avec Jean-Jacques Cuvé, par exemple. Et aujourd'hui, toutes ces maisons de plaisance dont vous parlez, elles deviennent quoi exactement? Eh bien, certaines appartiennent à l'État, à des collectivités territoriales, donc peuvent se visiter encore. Certaines sont privées, ou en tout cas ce qu'il en reste, et beaucoup ont été détruites. Beaucoup ont été détruites, exactement. Alors, quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur ce patrimoine? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment à travers la figure très médiatique de Stéphane Bern, vous savez, cette protection du patrimoine, avec le loto du patrimoine, avec justement, on sait qu'on a besoin de fonds aussi pour financer la restauration de parfois ces édifices, parce que l'État n'est pas capable, ou n'a pas forcément les moyens de le faire. Est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent aussi sur ces maisons de plaisance? Alors, comme tous les grands édifices anciens, lorsqu'il est toujours, évidemment, leur entretien, leur restauration représente un coût non négligeable. Pour ceux qui ne sont pas propriété publique, peut-être ce qui les menace le plus, c'est le tissu urbain qui se développe autour, parce qu'elles n'ont, dès le 19e, en fait, quelque part, ce qui a causé leur perte, pour beaucoup, c'est d'avoir de très grands espaces naturels, de très grands jardins. Donc, il y avait des espaces à lotir. Et ça, cette progression de la ville, elle continue en dépit de ce que nos collègues disaient juste avant. Oui, absolument. Mais est-ce que la plus grande menace pour ces lieux de villégiature, finalement, c'est pas aussi leur usage? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ce sont des musées, on les a adaptés pour que ce soit des musées. J'imagine qu'il y a des normes handicapées aussi, personnes à mobilité réduite, etc. Est-ce qu'on peut concilier les normes actuelles liées aux usages contemporains avec justement le patrimoine tel qu'on l'a connu il y a plusieurs siècles? Je crois que parfois, il faut faire des concessions. Ouvrir au public est une manière de légitimer aussi l'entretien et la conservation. Donc, effectivement, on est obligé d'adapter un petit peu. On a quand même en France des architectes tout à fait doués qui savent
ménager les contraires. On en avait sur ce plateau il y a quelques instants, vous avez raison. Merci beaucoup Elga Brianté-Rouillet. Je rappelle que vous êtes conservateur délégué des antiquités et objets d'art aux Archives des Yvelines et vous êtes également commissaire donc, de cette exposition fabuleuse baptisée Maison de plaisance des environs de Paris de Louis XIV à Napoléon III et ça se passe donc au musée du Domaine Royal de Marly. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et on termine cette émission avec la dernière rubrique Par ici les sorties. Eh bien voilà, c'est le moment que vous attendiez tous, c'est le moment où on va vous donner de précieuses idées pour que vous puissiez vous amuser ou en tout cas vous distraire pendant le week-end et c'est grâce à Françoise Dargent que vous allez avoir les meilleures idées. Bonjour Françoise. Bonjour Damien. Vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Alors cette semaine vous avez choisi de nous parler de l'exposition consacrée à Marie-Laure de Decker à la Maison européenne de la photographie. C'est une exposition dont le titre est l'image comme engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette photographe? Alors déjà on la voit à l'image, effectivement, c'est cette jeune femme avec son casque, là c'est au Vietnam. Alors c'est une photojournaliste française assez rare à l'époque pour couvrir le monde, l'actualité du monde. On cite souvent Depardon ou Gilles Caron pour les Français à l'époque, Don McCullin, mais elle aussi est allée au Vietnam toute jeune, à 24 ans, donc ce qui n'est pas rien. Alors en fait elle était née en 1947 et elle est décédée en 2023 et c'est son fils Pablo qui, un peu avant sa mort et après sa mort, s'est plongé dans les archives de sa maison et en fait elle avait énormément d'archives. Il se trouve qu'elle n'a pas fait l'objet de beaucoup d'expositions ni de beaucoup de livres. En fait, elle était reconnue, c'était quand même une figure du milieu. Elle avait travaillé pour l'agence Gamma, donc on la connaissait dans le milieu. Mais je pense que c'était une photographe qui ne s'est pas tellement souciée de ses archives. Elle allait plutôt de l'avant, elle voulait toujours témoigner, elle allait photographier et elle ne s'est pas dit tiens, on va faire une rétrospective. Donc c'est l'occasion à la Maison européenne de la photo, puisqu'il y a pas mal de photos, il y a 290 photos, je crois, plus plein de petites archives, des documents personnels. Donc on peut la mettre en lumière là maintenant. Et ces 290 photos, elles disent quoi de cette femme et de son parcours ? Alors, elles disent d'abord, elle raconte une toute jeune femme, parce que c'est vrai que lorsqu'elle a commencé, elle est d'abord étudiante en art à Paris. Oui. C'est une jeune fille des beaux quartiers parisiens. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est les désordres du monde. Elle est fascinée par la photo. Marc Ribou était un ami de la famille quand il y a d'ailleurs une photo d'elle, petite fille. Donc, elle avait des livres de photos. Elle s'est passionnée pour la photo. Elle était très admirative de Gilles Caron, qui est un grand photographe français qui est mort dans les années 70. Et donc, elle rêve d'intégrer l'agence Gamma, qui est un petit peu pour elle le nec plus ultra à l'époque de ce qui se fait en... Le Graal. Voilà, le Graal. Et elle est assez culottée, parce qu'en fait, elle rencontre Depardon, qui lui donne du papier à en-tête Gamma, et elle fait une demande d'accréditation auprès de l'armée américaine. Et elle est accréditée comme photographe, press reporter au Vietnam. C'est culotté, oui. Voilà. Et donc, elle y va, et donc elle va photographier, effectivement. Alors, elle va pas dans les combats les plus forts, elle reste plutôt un peu en retrait, elle montre des GI qui se reposent, des GI qui fêtent Noël, elle montre aussi beaucoup la population, les amas de matériel qui saturent l'espace. Donc elle disait qu'elle aimait bien montrer les à-côté, parce que ça montrait aussi la guerre, les à-côté, peut-être parfois mieux qu'une photo terrible de blessés. Bien sûr, c'est une exposition à découvrir à la Maison européenne de la photographie. Et je rappelle la date, c'est jusqu'au 28 septembre. Et vous allez maintenant nous emmener au théâtre au Vieux-Colombier plus précisément, pour un cocktail détonnant entre des acteurs de la comédie française et Agatha Christie. Alors la pièce s'appelle La Souricière et elle a une longue histoire que vous allez donc nous raconter. Oui. Françoise Dargent. Oui, alors tout à fait, parce que c'est une longue histoire. Alors nous, en France, on a La Cantatrice Chauve, qui est cette pièce qu'on joue depuis 1957 au théâtre de la Huchette. Et les Londoniens, eux, ont La Souricière, The Mousetrap, en anglais, qui se joue depuis 1952, donc encore plus tôt, à Londres, sans discontinuer. Il n'y a que pendant le Covid qu'on a dû l'arrêter. Et on dit même que quand vous prenez un taxi pour aller au théâtre, pour aller voir La Souricière, si vous ne donnez pas un pourboire assez conséquent, ils vous lâchent le nom du meurtrier. C'est pas vrai. Donc voilà, je ne vous le dirai pas, mais en fait, c'était une pièce, à l'origine, c'était une pièce radiophonique que Agatha Christie a écrite pour la Reine Marie, pour je crois que les 80 ans de la Reine Marie, c'était en 1947, et parce que la Reine Marie aimait lire les romans d'Agatha Christie, comme tout le monde à l'époque. Et en fait, elle s'est dit, quelques années plus tard, elle s'est dit qu'elle aimerait bien qu'un roman par an était suffisant pour elle, elle gagnait assez d'argent, et elle voulait s'essayer au théâtre.
parce que Agatha Christie était quelqu'un qui aimait expérimenter et toujours trouver de nouvelles choses. Donc elle s'est dit, je vais reprendre ma pièce, enfin je le dis comme ça, mais bon c'était peut-être, mais en tout cas elle a eu l'idée de reprendre cette... C'était l'idée. Voilà, c'était l'idée de reprendre cette petite pièce radiophonique, de l'étoffer et d'en faire une pièce de théâtre à partir d'une comptine qui s'appelle Trois petites souris qui courent après la fermière, la fermière finit par leur couper la queue. C'est assez cruel. Oui, j'allais dire, oui. Et la pièce est assez savoureuse, assez saignante. Oui, parce que d'une comptine cruelle, elle en a fait un hit, finalement, du théâtre. Comment y parvient-elle ? Alors, il faut dire qu'elle était assez douée quand même pour tricoter des intrigues. Elle a pas mal d'humour, toujours, on le voit dans ses livres, mais là aussi. Donc là, elle fait un savant dosage. Elle nous plonge c'est un huis clos, en fait. Donc on est dans une pension anglaise, tenue par un jeune couple. La neige tombe dehors, donc voilà, et petit à petit enferme cette maison, parce que la tempête ne permet pas d'accéder. Là, on voit la mise en scène, Absolument. On voit la neige qui tombe dehors. Elle est magnifique, cette mise en scène. Elle est très belle, voilà, le décor est très beau. Les clients arrivent au fur et à mesure, ils sont tous un peu étranges, habillés, et il y a eu un meurtre. L'homme, c'est un homme, paraît-il, avec une écharpe, un manteau noir, donc ils sont tous à peu près habillés comme ça, les hommes, dans la pièce. Et Lilo Bor, qui est la metteuse en scène, qui le monte pour la Comédie Française, est assez ingénieuse. Il y a plein de petits trucs. On entend la radio qui parle, les porte-claques. C'est un peu monté façon vaudeville. Il y a des jeux de lumière. Donc voilà, on sursaute. C'est pas mal. Alors, Agatha Christie trouvait, quand elle a vu la pièce la première fois, elle s'est dit mais on rit trop finalement au détriment de la tension. Parce qu'elle aimait quand même faire un peu frémir ses lecteurs et ses spectateurs. Mais finalement, ça marche bien. Et puis bon, comme d'habitude, les comédiens du français sont à l'unisson. Ils sont, voilà, on voit les hommes qui mettent leur châle au fur et à mesure, parce qu'il fait de plus en plus froid dans cette maison. C'est assez drôle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ça savoure un peu comme un bonbon anglais, en fait. Oui, en tout cas, l'écran et cette mise en scène est absolument magnifique. Hein, on est un peu à Londres avec eux, voilà, et avec... On suit leurs péripéties avec beaucoup d'intérêt. On voyage donc dans cette pièce qui est à voir jusqu'au 13 juillet au Théâtre du Vieux Colombier. Et du théâtre, il y en a aussi dans un lieu qui n'en accueille habituellement pas. Et c'est le Grand Palais qui fait sa révolution cet été. Vous voulez nous en dire un mot, Françoise d'Argent ? Oui, parce qu'en fait, je pense que ça va être un peu the place to be, le Grand Palais cet été, puisqu'il rouvre vraiment tous ces espaces. Donc là, on peut déjà rentrer sous la nef grâce... Alors là ça donne... On a l'impression que c'est très vide, les photos qu'on... Ah oui, toujours. Mais là, c'est rempli, parce que la nef est remplie. Il y a trois parties. Au milieu, ils ont installé une scène de théâtre, enfin une scène pour du théâtre, de la danse, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là, en ce moment, jusqu'à la fin du mois de juin, c'est une rétrospective qui est consacrée à Mohamed El-Khatib, qui est un metteur en scène, un auteur qu'on aime beaucoup, qui fait des pièces un peu à la croisée du documentaire et du théâtre, souvent sur des personnes dont on ne parle pas souvent au théâtre, qui sont voilà, les supporters de foot, sa mère, les personnes âgées dans un EHPAD. Donc il va avoir droit à sa rétrospective. Après, il va y avoir un bal brésilien, il va y avoir plusieurs... ça va même se transformer en boîte de nuit certains soirs. Ah oui. Donc on va danser, rire et regarder des spectacles au Grand Palais. On peut déjà aller voir, mais de manière... C'est pour la première fois, la nef est gratuite pour aller voir l'exposition d'Ernesto Neto. C'est une installation d'Ernesto Neto, qui est ce plasticien brésilien. C'est assez beau, même si moi je trouve que c'est un peu perdu sous la nef. Il y a une exposition aussi consacrée à ces expositions de ballons qui sont très à la mode, voilà, qui plairont aux enfants, aux familles. Euphoria. Donc c'est déjà toute la partie nef est ouverte. Et la semaine prochaine ouvre les grandes galeries qui accueillent les expositions. On va retrouver les expositions au Grand Palais. Il y aura une exposition donc Niki de Saint-Phal, Pontus Alton et Jean Tinguely, et une exposition consacrée à l'art brut. On en reparlera, puisque voilà, j'irai les voir. Et donc voilà, ça va vraiment être un endroit où en tout cas le directeur du Grand Palais, Didier Fusilier, veut que ce soit un endroit où on déambule. Il y aura des restaurants, on peut y accéder, donc comme je vous le disais, gratuitement. Il y aura beaucoup de choses pour les enfants. Donc voilà, le Grand Palais qui était un peu sous cloche pendant longtemps, je ne sais plus combien de temps on dirait les travaux, mais quand même assez longtemps. Un bon moment. Un bon moment. Là, maintenant, ça y est, il revit.
et jusqu'à tard dans la nuit. Jusqu'à tard dans la nuit, et en plus on peut y aller en famille. Donc vous voyez, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne vraiment si vous voulez y aller. Si vous avez des petits, des grands, c'est possible. Merci beaucoup Françoise Dargent pour toutes ces recommandations. Je rappelle que vous êtes journaliste au service culture du Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine sur le Figaro TV.